Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le gouvernement malien dénonce un récit fictif issu du rapport de l'ONU qui accuse l'armée d'avoir exécuté 500 personnes à Moura en mars 2022. Une enquête qui fait état d'éventuels crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité. La zone de libre-échange africaine va stimuler l'emploi, espèrent les acteurs économiques au sujet de la ZLECAf, un marché unique des biens et des services destinés à doper le commerce intra-africain. Le réchauffement climatique fait peser des menaces croissantes sur l'Afrique. L'une des conséquences est une agriculture au défi des sécheresses récurrentes. C'est notamment le cas en Tanzanie, où face à la situation, certains agriculteurs se tournent alors vers la culture du miel. On ouvre ce journal par cette nouvelle attaque au Burkina Faso, une attaque terroriste présumée qui a fait au moins 33 morts parmi les civils d'après le bilan du gouverneur de la région de la boucle du Moun. Les faits remontent à jeudi dernier dans le village de Youlou, à l'ouest du pays. Des sources locales ont évoqué la présence d'assaillants lourdement armés à bord de motos qui auraient tiré sur les maraîchers. Cette nouvelle attaque illustre une fois de plus la persistance de l'insécurité malgré l'état d'urgence en vigueur depuis mars dans 8 régions du pays. État d'urgence prolongé de 6 mois par l'Assemblée législative de transition selon un communiqué publié samedi. Le pouvoir malien rejette les conclusions du rapport de l'ONU sur les événements survenus à Moura. Le gouvernement de transition dénonce un rapport biaisé reposant sur un récit fictif au sujet donc de ce rapport dans lequel les Nations Unies accusent l'armée malienne et des combattants étrangers d'avoir exécuté en mars 2022 au moins 500 personnes lors d'une opération antiterroriste menée dans le centre du pays. Ce rapport accablant rendu public vendredi aurait été élaboré à partir d'une enquête de la division des droits de l'homme de la mission des casques bleus déployée depuis 2013 au Mali. Les agissements de l'armée malienne pourraient constituer des crimes de guerre et selon les circonstances, des crimes contre l'humanité, considère le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Des affirmations fustigées par la junte malienne qui dénonce par ailleurs le procédé utilisé par l'ONU dans le recueil des informations citées dans le rapport. Écoutez le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Le gouvernement de la transition a examiné la méthodologie ayant guidé la rédaction du rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et a appris avec stupeur que la mission d'établissement des faits avait utilisé des satellites au-dessus de Moura pour obtenir des images. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale qu'en aucun moment, ni la MINUSMA, ni le Haut Commissariat aux droits de l'homme ne lui ont adressé une demande d'autorisation pour prendre des images de Moura grâce à des satellites. En utilisant des satellites pour obtenir des images, sans autorisation et à l'insu des autorités maliennes, la mission d'établissement des faits a effectué une manœuvre clandestine contre la sécurité nationale du Mali. Par conséquent, le gouvernement de la transition décide d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, des crimes réprimés par le Code pénal, les articles 33 et 35, ainsi que le complot militaire, un crime réprimé par le Code de justice militaire, article 130, sans préjuger de la qualification des autorités judiciaires. Le gouvernement de la transition rappelle que cette attitude de la mission d'établissement des faits ressemble à un cas d'espionnage de la junte française qui avait placé illégalement un drone au-dessus de la base de Gossi le 20 avril 2022 pour filmer des cadavres humains minutieusement prédisposés dans le but d'accuser les FAMA. Dans ce contexte, il est contradictoire et paradoxal de noter la célérité avec laquelle la mission d'établissement des faits a été mise en place au moment où le Mali portait plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le 15 août 2022 sur les actes d'agression contre la souveraineté et l'intégrité territoriale
d'un État membre des Nations Unies par la junte française. Il y a lieu de rappeler que ces groupes sont les principaux responsables de la commission des violations graves et massives des droits de l'homme. Suite à la plainte du Mali, aucune commission d'établissement des faits n'a été mise en place. À ce jour, la réunion spéciale demandée par le Mali pour présenter les preuves de la duplicité de la junte française n'a connu aucune suite. Dès lors, dans un souci de cohérence et d'éviter la politique de 2 poids 2 mesures, le gouvernement du Mali estime que la suite donnée au présent rapport de la mission d'établissement des faits ne saurait être examinée séparément de la plainte portée par le Mali devant le Conseil de sécurité des Nations Unies contre la junte française. Le gouvernement de la transition, sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, réitère son attachement au respect et à la protection des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national et au bénéfice de tous les citoyens. En outre, il exprime sa détermination à poursuivre son œuvre de refondation pour le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Le gouvernement de la transition appelle les populations maliennes à rester vigilantes et sereines face aux tentatives désespérées de désinformation, de dénigrement et de déstabilisation déguisée sous couvert des droits de l'homme et pour des intérêts inhumains. Les 2 cyclistes marocains enlevés dans une zone désertique à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger auraient été libérés. C'est ce qu'a annoncé le ministère marocain de l'Intérieur. Les 2 cyclistes ont été enlevés en avril dernier. Leur libération aurait été rendue possible grâce à la coopération entre les services de renseignement marocains et nigériens. Malgré une percée dans certains pays africains, le nombre de femmes présentes dans les sphères politiques reste inégal sur le continent, malgré le fait que 6 pays du continent figurent parmi les États qui comportent le plus de femmes au sein de leur parlement. La participation des femmes au processus politique reste encore très faible dans de nombreux pays. C'est notamment le cas au Soudan du Sud. C'est un sujet de Gladys Mamba. Majoritairement visibles dans l'espace public mais effacées en politique, les femmes sud-soudanaises bataillent pour se faire une place. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, a donc récemment organisé un forum à Djouba. Le but, proposer des solutions viables pour que les femmes sud-soudanaises contribuent pleinement à la transition démocratique du pays, alors que l'accord de paix de 2018 prévoit que 35% des postes ministériels soient occupés par des femmes. Les Sud-Soudanaises continuent d'être sous-représentées dans la vie publique. Le paysage socio-politique du pays est resté dominé par les hommes et le rôle des femmes dans le processus de paix et pendant la période de transition a été insignifiant. Quelques femmes ont été nommées à des postes de direction. C'est vrai, nous avons des vice-présidents. Nous avons un ministre de la Défense, ou plutôt nous avions un ministre de la Défense. Nous avons un président de l'Assemblée nationale et nous avons un certain nombre de femmes parlementaires. Mais malgré ces progrès, nous sommes informés de manière fiable que les femmes ne représentent que 26% des portefeuilles ministériels, 10% des postes de gouverneurs, 24% des ministres d'État et 2,5% du total des portefeuilles des commissaires de comté. L'accord de paix revitalisé de 2018 peinant à être appliqué, le gouvernement d'union nationale annonçait en août 2022 la prolongation de la transition politique pour une durée de 2 ans, une période dont la MINUS compte tirer profit en organisant des ateliers pour conscientiser les femmes sur le rôle clé qu'elles jouent dans le processus de paix. En 2024, je pense que les élections vont avoir lieu. C'est comme une préparation pour nous en tant que femmes de différents partis politiques afin d'être prêtes pour les prochaines élections. Comment s'adresser aux gens au niveau local, en particulier les femmes, pour leur donner des connaissances sur la façon de participer au processus politique. Rappelons qu'après des années d'une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés entre 2013 et 2020, le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, devenu vice-président, ont accepté en 2020 de gouverner le pays ensemble.
Le gouvernement d'union nationale est désormais particulièrement attendu sur la création de conditions propices à la pleine participation de la société civile et en particulier des femmes et des jeunes lors des prochaines élections qui doivent se tenir d'ici décembre 2024. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ONU continue de s'alarmer de la montée des violences. Depuis décembre 2022, plus de 700 civils ont été tués dans la région par les milices. Des rebelles qui, malgré la présence des forces militaires pro-gouvernementales, poursuivent leurs incursions. Parmi les forces qui tentent de leur faire face, il y a les FARDC, les Forces armées régulières, et la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC qui viennent justement de lancer une toute nouvelle opération destinée à contrer l'avancée des rebelles. Kamesh Katapoulé. À l'heure où la crise sécuritaire persiste dans l'est de la République démocratique du Congo, la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, poursuit ses opérations pour tenter de ramener la paix. Lors d'une conférence de presse donnée ce 10 mai, le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, est venu faire un point sur les actions conjointes menées par les casques bleus et les FARDC, notamment à Beni, un territoire situé au Nord Kivu, province placée sous état de siège depuis mai 2021. Nous avons de nouvelles informations concernant la mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Les casques bleus de l'ONU mènent des opérations conjointes avec les forces armées congolaises contre les forces démocratiques alliées qui commettent des attaques au nord-ouest de Beni depuis le 27 avril. Dans le cadre de cette riposte contre les ADF dénommée Opération Teteza, des soldats de la paix effectuent également des patrouilles. Créée en 1999, la MONUC, devenue aujourd'hui MONUSCO, est un sujet qui attise depuis quelques mois la colère des citoyens. En juillet 2022, des manifestations anti-MONUSCO avaient été organisées, notamment dans les villes de Goma et Butembo. La mission des Nations Unies est jugée par une partie de la population congolaise comme inefficace dans la lutte contre les groupes armés qui sèment la terreur dans l'Est. Et alors que l'insécurité perdure, la situation humanitaire se détériore. Au Nord Kivu, en particulier, les affrontements entre le M23 et les FARDC ont forcé 900 000 personnes à se déplacer. Les besoins humanitaires, déjà immenses en République démocratique du Congo, continuent d'augmenter. Cette crise humanitaire reste l'une des plus négligées au monde. Les populations déplacées, auprès desquelles je me suis rendue, vivent dans des conditions extrêmement précaires. En décembre 2022, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de proroger le mandat de la MONUSCO d'une année, soit jusqu'au 20 décembre 2023. Un mandat qui doit être réajusté selon le gouvernement congolais. Une requête formulée lors de la visite en mars dernier d'une délégation de l'organe onusien. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, le plus vaste marché commun au monde. L'enjeu est de taille. Il s'agit de doper le commerce intra-africain, ce qui, au cours des dernières années, devrait, selon les perspectives, stimuler plusieurs industries et créer des emplois. Explication, Nathalie Mou. Environ 10 millions de demandes d'emploi de jeunes Africains parviennent aux entreprises locales chaque jour. Une réalité à laquelle la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait apporter une solution pérenne d'ici 2035. Près de 18 millions d'emplois supplémentaires en perspective sous la ZLECAf dans une décennie, ce sont là les chiffres de la Banque mondiale. Une fois que vous pratiquez du commerce, vous créez une demande locale de produits. Et pour nous, une production en hausse est très critique parce que c'est ainsi qu'on crée des emplois et de la richesse. L'accord commercial africain va accroître les revenus régionaux de 9%, soit 571 milliards de dollars. Un enrichissement qui va se traduire en accroissement des salaires des travailleurs sur le continent. Les données officielles indiquent une hausse de 11,2% du salaire des femmes et de 9,8% de celui des hommes. Le commerce intracontinental pourrait croître de 53%, le commerce hors du continent pourrait croître de 15%. Cela se traduit par des avantages considérables en termes d'augmentation des revenus
Augmentation de 10% du revenu réel en conséquence. Imaginez ce qu'on peut faire avec une telle croissance. Increase in real income as a result. Just imagine what can be done with that kind of increase. La ZLECAf offre un vaste marché de plus de 1,29 milliard de personnes et un PIB combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. Une opportunité d'améliorer l'employabilité dans des secteurs marginalisés tels que l'industrie créative et la transformation agroalimentaire, de l'avis des experts. Il existe des opportunités uniques avec de l'entraide. Nous pouvons saisir pour construire une chaîne d'approvisionnement sur le continent et ajouter de la valeur à nos produits locaux. Les réformes commerciales instituées par la ZLECAf sortiront près de 50 millions de personnes de la pauvreté en Afrique. Avec 55 membres, la ZLECAf, la plus importante zone de libre-échange au monde, devrait contribuer à une hausse de 50% du PIB africain. Elle propulsera également les micro, petites et moyennes entreprises, responsables de plus de 80% de l'emploi en Afrique. Face aux transformations attendues sur le marché du travail avec la zone de libre-échange, les recommandations vont dans le sens de la modernisation du dispositif de protection sociale afin de soutenir les plus vulnérables. La sécheresse, un fléau qui continue de s'abattre sur plusieurs régions d'Afrique. La Tanzanie n'est pas épargnée. Les aléas climatiques ont de lourdes conséquences sur les exploitations agricoles. Dans le nord du pays, certains se tournent alors vers la production de miel. Le miel adoucit l'impact de la sécheresse en Tanzanie. À la périphérie du district de Monduguli dans la région d'Arusha, un groupe de femmes Maasai mise sur l'apiculture pour générer des revenus supplémentaires. Ensemble, elles exploitent près de 76 ruches et les retombées sont doubles, à la fois économiques et environnementales. En une saison, Maria traite jusqu'à 300 bouteilles de miel qui se vendent 10 000 shillings tanzaniens le litre. J'ai beaucoup profité de l'apiculture. J'ai acheté 5 chèvres qui produisent du lait pour nous. J'ai aussi acheté un lit et éduqué mes enfants. Cette année, mon plan est de construire une maison. Il lui a fallu du temps pour en arriver là, du temps et des formations. Maria a bénéficié de l'expertise d'un réseau de coordination de petits exploitants d'agriculteurs et d'éleveurs, soutenu par le Forest and Farm Facility, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'Institut international pour l'environnement et le développement et Agricord. La protection de l'environnement est en effet un enjeu crucial. Il est très important que notre environnement soit pris en charge dès les captages d'eau, donc notre formation va de pair avec ces aspects de l'environnement. Une exploitation éco-responsable donc et qui peut être particulièrement rentable. Encore faut-il maximiser la valeur de la production. Pour ce faire, les apiculteurs sont invités à joindre leurs forces pour accéder à de nouveaux marchés. Les choses sont différentes maintenant parce qu'ils peuvent faire des affaires tout au long de l'année grâce à la chaîne de valeur. Ils peuvent produire le miel puis s'engager dans d'autres activités de production de miel tout au long de l'année en raison de la valeur ajoutée. Bien qu'il soit principalement produit par de petits exploitants, le miel fait l'objet d'un marché juteux en Tanzanie. On compte malgré les aléas climatiques plus de 2 millions d'acteurs dans la filière à travers le pays, faisant du fameux nectar un délice loin d'être en péril. Au Sénégal, une association en partenariat avec l'administration pénitentiaire sénégalaise propose depuis plusieurs années des innovations éducatives axées sur les alternatives à la privation de liberté afin de préparer la sortie de prison et rompre avec le cycle de récidive. Cette association a mis au point une méthode baptisée Escrime et justice réparatrice. Paul-Marcel Mayagui.
Au Sénégal, les autorités misent sur le sport pour enseigner aux jeunes détenus et autres jeunes citoyens le respect et la détermination. C'est le cas notamment avec le programme d'escrime et de justice restaurative de l'association pour le sourire d'un enfant. Dans le cadre de ce programme, les participants reçoivent ici au centre pénitentiaire de Thiès des leçons d'escrime visant à leur inculquer un sentiment d'identité, de responsabilité, de respect et d'autodiscipline. Les cours d'escrime sont souvent mixtes, offrant une occasion rare pour les détenus hommes et femmes de socialiser. Pour la méthode escrime et justice réparatrice, nous avons retenu le fleuret. Vous savez que l'escrime, c'est 3 armes, l'épée, le sabre et le fleuret. Et l'on dit, dans le milieu de l'escrime, que le fleuret, c'est l'arme du dialogue. Cela veut dire que ce n'est pas le premier qui touche qui va avoir le point. Il va falloir construire sa face d'arme. Et donc, les mineurs disent combien cela est important dans ce dialogue entre eux, entre les garçons. Ce n'est pas la force physique qui compte, c'est à la fois l'adresse et l'intelligence. Et c'est ce qui permet aussi aux filles et aux garçons de combattre ensemble. Et vous pouvez imaginer la satisfaction des filles lorsqu'elles parviennent à battre les garçons, ce qui n'est pas rare. Depuis 2012, plus de 1200 jeunes âgés de 5 à 17 ans ont suivi des cours d'escrime dans le cadre de ce programme organisé par l'Association pour le sourire d'un enfant, les autorités pénitentiaires et le ministère de la Justice sénégalais. Parmi eux se trouvent plus de 500 jeunes détenus qui n'ont pas récidivé depuis leur remise en liberté. Et c'est là l'un des objectifs principaux de la méthode, rompre avec le cycle de récidive. Donc pour le déployer à l'échelle nationale, nous formons actuellement les éducateurs spécialisés du ministère de la Justice ainsi que les personnels pénitentiaires, afin qu'eux-mêmes puissent le déployer dans les autres prisons du Sénégal et dans les établissements d'accueil du ministère de la Justice de manière pérenne. Au Sénégal, l'escrime séduit de plus en plus de jeunes et près de 200 tireurs sont enregistrés chaque saison sportive à la Fédération sénégalaise d'escrime. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.